Madame, Monsieur Yaorana, c'est un plaisir de vous retrouver pour vos journaux de la semaine. Voici les titres de ce lundi. En ce 11 novembre, le Fénois rend hommage à la paix et à la fin des combats de la Première Guerre mondiale, 106 ans après l'armistice. Ce matin, plus de 200 civils et militaires se sont rassemblés pour ce moment d'unité et d'échange intergénérationnel. Et dans ce même esprit de transmission, 10 jeunes Polynésiens ont participé au tout premier stage d'immersion dans le milieu aéronautique, une expérience qui en a motivé plus d'un à s'engager dans les rangs de l'armée. Nous irons ensuite à Paris pour faire la rencontre des 3 artistes peintres locaux qui sont en résidence à la Cité internationale des arts. Entre impressionnisme et protection de l'environnement, vous découvrirez les tableaux qu'ils ont réalisés ces derniers mois. Du sport également dans ce journal avec une discipline qui aurait bien besoin d'un coup de pédale pour reprendre de l'élan, le VTT de descente. Moins populaire qu'il y a quelques années, il est compliqué de le pratiquer au Fénois faute de pistes dédiées. Pas de quoi décourager les passionnés de la discipline qui se sont trouvés un terrain de jeu. Le 11 novembre 1918 marque la fin de la Première Guerre mondiale. Ce matin, la commémoration de l'armistice a mobilisé tant au sein de l'armée que chez les civils. Bien plus qu'un rendez-vous annuel, c'est l'occasion de renforcer le devoir de mémoire chez les plus jeunes et de rappeler le prix d'une paix devenue fragile ces dernières années. Voyez ce reportage de Laure Philibert. 204, c'est le nombre de Polynésiens partis combattre durant la Première Guerre mondiale et qui n'ont jamais revu leur Fénois. Leur nom est gravé sur le monument aux morts de la capitale et la rue où il est érigé leur est dédiée. 106 ans après la signature de l'armistice, leur mémoire est saluée. Le dernier poilu français, c'était en 2008. Et il faut continuer à transmettre ce que fut cette horreur qu'est la Première Guerre mondiale pour que les jeunes, nos futurs, nos enfants, nos petits-enfants, évitent de commettre les mêmes erreurs et n'aient pas à revivre, je dirais, la même chose. Depuis 2012, le 11 novembre célèbre plus largement tous les morts pour la France, qu'ils soient militaires ou civils, de conflits anciens ou récents. La flamme du souvenir qui brûle depuis plus d'un siècle sous l'Arc de Triomphe est relayée jusqu'au Fénois. C'est Mia Kim, jeune collégienne, qui est chargée de la porter. La flamme, c'est ce qui représente les anciens combattants morts pour la France. Ils me transmettent beaucoup de choses et des histoires aussi. Un devoir de mémoire que s'approprie la jeune génération. J'apprends l'histoire quand le haut-commissaire vient parler au micro. C'est assez impressionnant et vraiment après ça te donne plus de motivation, plus d'envie et ça peut pousser des gens à faire de belles choses. J'ai adoré, j'ai même eu des frissons pendant le truc parce que je sais que derrière il y a une histoire et il y a une histoire, il y a un respect, j'ai comme ressenti les anciens soldats et c'est merveilleux quand même de participer à ce genre de choses. Ce qui était intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y avait un très grand nombre de jeunes. Il y avait des jeunes des établissements scolaires qui ont un drapeau dans le cadre de la transmission de la mémoire. Ils travaillent sur les valeurs de la République, sur ce que représente un drapeau et transmettent donc le souvenir pour qu'il ne disparaisse pas. Malgré tout, les conflits mondiaux qui s'intensifient à travers la planète menacent la paix. Nous avons la chance, nous, d'être nés dans un monde en paix et on se rend compte malheureusement depuis 2-3 ans qu'il n'est pas si en paix que ça. La démocratie, c'est une chose acquise pour nous, mais ce n'est pas un leitmotiv pour tous les peuples du monde. Et il est important effectivement qu'on soit capable de savoir les sacrifices qu'ont endurés nos anciens, savoir que peut-être un jour nous aurons à assumer les mêmes sacrifices et en espérant que nos enfants n'aient pas à le faire pour maintenir leur liberté. 80 ans après la fin de la libération, le ministre des Armées le rappelle, élus, anciens combattants et élèves ne sont pas la garde des morts, mais bien les sentinelles du vivant. Et pour que jamais ne cesse la joie et la liberté. Et on
s'intéresse maintenant à cette première, un stage d'aéronautique destiné aux jeunes Polynésiens de 18 à 26 ans. Pendant 5 jours, les 10 stagiaires triés sur le volet ont pu faire le tour des différents métiers de ce secteur. Vous allez le voir dans ce reportage d'Ingrid et André Vaury, des vocations ont émergé. Visite du gardien, du dauphin, présentation des différents postes clés au sein de cette communauté de marins du ciel. Plus encore, des témoignages de gradés et ceux de jeunes Polynésiens via Internet militaires récemment embarqués sur le mythique porte-avions Charles de Gaulle. Les 10 recrues de ce premier stage aéronautique de Polynésie française en ont eu plein les yeux pendant une semaine entière. On leur représente les métiers de l'aéronautique et cet après-midi, je leur ai présenté plus particulièrement des métiers qui se rapportaient à la vie du porte-avions. Avec les 2 jours qu'on a passés ici, j'ai appris énormément de choses. C'est vraiment incroyable de voir tout ce qui est en amont en fait, de ce qu'on peut voir à la télévision, de ce qu'on peut voir sur le terrain, dans les films. À la fin du stage, j'envisage de m'engager dans l'armée pour justement pour devenir pilote d'avion de chasse en priorité ou pilote d'hélicoptère. Pour ce stage, il a été décidé à Paris, dans les hautes sphères de l'armée, de choisir comme parrain le second maître Alfred Helm, cet ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale, mécanicien aéronautique sur le porte-avions Bois-Bello. Avec ses 27 années de service dans l'armée, ce mécanicien d'avion de combat natif de Makemo, Tuamotu, devenu maire de Faa'a, une fois dans le civil, est l'exemple que la marine française a choisi pour montrer la voie à la nouvelle génération de Polynésiens. Et effectivement, il a tracé une voie qui est vraiment empreinte de valeurs et de défense de principes, qui est vraiment intéressante et qui permet d'être un exemple pour ces jeunes qui se cherchent. Ce stage, qui a pour but d'orienter les jeunes de Tahiti et ses îles vers les métiers de l'aéronautique, sera reconduit chaque année. Parmi ces jeunes, certains pensent déjà rejoindre le porte-avions Charles de Gaulle d'ici l'an prochain. Autre nouveauté, un centre d'hébergement pour les personnes sans domicile fixe qui devrait ouvrir à Whareute avant la fin de l'année. L'objectif affiché par la mairie de Papeete et par le pays est d'empêcher les sans-abri de créer un climat d'insécurité au centre-ville. Voyez les explications d'Esther Parau-Cordet. Même fermée, la cathédrale continue d'attirer les touristes. Ça vous surprend qu'une cathédrale soit fermée? Oui. Il y en a aussi au Québec qui sont fermés le jour à cause du vandalisme. Depuis l'agression d'un sacristain par un SDF il y a 1 an, plus personne ne peut entrer dans la cathédrale en dehors des offices religieux. La commune est passée à l'action en multipliant les patrouilles pour empêcher les attroupements de marginaux. Ils ont intervenu, ils étaient tous avec la police, les fourgons, avec les chiens. Du coup, ils ont dit à nous qu'ils allaient nettoyer la cathédrale. Ils ont dit d'aller dans les structures, mais dans les structures, il y a certains qui n'acceptent pas les chiens. Tu vois, et tu ne peux pas sortir comme tu veux, tu ne peux pas entrer comme tu veux. À Whareute, un nouveau refuge verra bientôt le jour dans ce hangar cédé par l'État à la commune. Il y a un centre sur Tiperui et un centre sur Whareute. Et donc là, on discute également avec le ministère de la Solidarité pour en créer un autre, un peu plus grand, pour pouvoir accueillir plus de monde. Il y a environ 100 à 150 SDF qui sont en permanence dans la rue. Les sans-abri devraient fêter Noël dans le nouveau centre d'hébergement de nuit. Pas de jour férié pour les éco-warriors de la Brigade Verte. Ce matin, ils étaient plus de 200 volontaires à nettoyer le littoral qui longe la plage Hitimahana jusqu'à l'embouchure de la Tuauru à Mahina. Il y a malheureusement toujours autant de déchets sur place, comme nous le montre Esther Parau-Cordet. On va tout au bout là-bas au niveau de l'embouchure de la rivière. Venez avec moi. Les éco-guerriers, de retour sur le littoral de Mahina pour la 8e année consécutive. Retirer des plages, des cours d'eau et de l'embouchure un maximum de déchets, un travail sans fin pour les bénévoles et les riverains aussi. Quand ça casse la rivière, ça vient tout, les déchets d'eau. Et vous avez du mal aussi à les ramasser? On ratisse, mais après ça vient encore. Alors là, c'est incroyable tout ce qu'on voit, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et quand tu fais vraiment attention pour les ramasser, tu te rends compte à quel point il y en a vraiment beaucoup. Et ça fait mal au cœur de voir ça. Et il y a toujours autant de déchets d'emballages, de sacs et de bouteilles en plastique.
Donc les déchets arrivent du fin fond des vallées et arrivent jusqu'au lagon finalement. Et la problématique, c'est que ce déchet se retrouve dans l'océan. C'est notre poisson qui se nourrit de ce plastique. Et derrière, on pêche ce poisson et on le mange. On est en train de manger nos déchets aujourd'hui. La majorité des éco-warriors sont des jeunes de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Prendre soin de l'environnement est pour eux un engagement. C'est toute une éducation, de tout ce que nos parents nous ont enseigné à travers nos dirigeants. Et c'est pour ça qu'on prend cette initiative de faire ces choses-là, aussi bien chez nous et aussi à l'extérieur. Les éco-warriors traquent les déchets depuis samedi sur différents sites à Papeete, Pire et Mahina. Ils constatent une prise de conscience de la population. Le volume diminue, qu'on le veuille ou non, mais il y a encore du déchet, hélas, notamment sur le spot sur lequel on se trouve aujourd'hui. Il va falloir revenir à l'embouchure de la Tuaourou. Si certains déchets sont volontairement déversés dans les rivières, il en est beaucoup d'autres qui, abandonnés dans les rues, sont acheminés par la pluie. On fait un tour du côté des Australes où le déplacement du gouvernement s'est achevé hier avec une courte escale à Tubuai, l'occasion de visiter le centre administratif et de rencontrer quelques artisans. Pour rappel, la semaine dernière, Moetai Broderson et 5 de ses ministres sont partis en déplacement pendant plusieurs jours. Ils se sont d'abord rendus à Reivave avant de tenir leur conseil des ministres délocalisé à Rapa. Le gouvernement s'y est engagé à soutenir l'un des principaux chantiers de l'île, l'adduction d'eau potable. Retrouvez plus de détails à ce sujet sur notre site TNTV News. Et je vous emmène maintenant à Paris où 3 artistes peintres polynésiens sont en résidence à la Cité internationale des arts. Il y a quelques jours, ils ont eu le privilège d'exposer leurs créations à la délégation de la Polynésie. Abel Zerkera Reyes et Wallis Glaise étaient sur place. C'est la concrétisation pour ces 3 artistes polynésiens. Tous ont été sélectionnés pour une résidence d'artistes à la Cité internationale des arts à Paris depuis septembre. Une satisfaction pour Anthony Gaillard et qui travaille depuis plusieurs mois sur son projet basé sur l'impressionnisme. C'est en fait le résultat de 2 mois, enfin 1 mois et demi, 2 mois de travail. Donc ça représente en ce qui me concerne 10 tableaux. Donc j'ai réalisé 10 tableaux sur un thème bien spécifique. Et voilà, donc là effectivement c'est l'aboutissement de ce travail. Moana lui souhaite proposer un projet lié à la protection de l'environnement, l'objectif affiché étant de trouver des solutions inspirantes pour la Polynésie de demain. Autodidacte, il intègre souvent des animaux et raconte les fonds sous-marins. Simplement, c'est une continuité de mon travail au Fénois, c'est-à-dire la préservation de l'environnement. C'est le sujet principal de mon travail artistique. Et on le retrouve beaucoup dans mon travail de manière générale. Donc beaucoup d'animaux marins, beaucoup d'animaux de manière générale, mais beaucoup d'animaux marins. Et mon prénom, ça signifie Moana, donc c'est en très fort lien avec l'océan. Si la majorité d'entre eux connaît Paris, Ruita découvre pour la première fois la capitale française, mais aussi le froid parisien. Une météo qui lui rappellerait presque son île, Tupuai, les Australes, où les baleines à bosse viennent donner naissance à leurs baleineaux. Et la baleine, justement, occupe une place importante dans son travail. Je ne dirais pas un animal totem, mais c'est un animal qui fait partie de la vie d'un Polynésien. On en croise en allant à la pêche. Et, oui, c'est un animal qui nous entoure et qui fait partie de notre vie. L'objectif du projet de la Cité des Arts, porté depuis 2021 par le pays, est de faire interagir les artistes locaux avec d'autres artistes étrangers. Une belle opportunité pour ces chanceux qui percevront durant leur séjour un peu plus de 190 000 francs par mois. On enchaîne sur du sport, focus sur le VTT de descente, une pratique spectaculaire en manque de visibilité au Fénois. Plus aucune compétition n'est organisée localement depuis près de 10 ans. La discipline continue de vivre grâce à une poignée de passionnés comme Temar Ibuyar, Désiré Taivao et Oriano Tefao le rencontré. À défaut d'une piste officielle pour s'adonner à leur passion, les amateurs de VTT de descente se retrouvent sur ce terrain privé situé sur les hauteurs de Papeete. Mais avant de pouvoir s'offrir sa dose d'adrénaline, il faut déblayer et débrousser. Tous les week-ends, c'est un peu le rituel, quoi. On amène notre matos. Des fois, on aime bien venir camper ici en montagne. Et après, voilà, on shape un peu la piste, on débrousse. Mais sinon, tout ce qu'on a envie de faire, c'est rouler, quoi. Ça fait beaucoup de matos quand même à porter, quoi. Les outils, c'est obligé quand même de les avoir soit sur place, soit dans la voiture. Il faut tout le temps faire des travaux. Pas tout le temps, mais il faut entretenir la piste, quoi, on va dire. Hein.
Voilà. On va dire qu'on travaille plus souvent qu'on ne roule. Place ensuite au plaisir de la descente entre les arbres, les virages et les bosses. Si des courses de VTT cross-country se tiennent régulièrement, les épreuves de VTT de descente n'ont plus été organisées au Fénois depuis une dizaine d'années. Principal frein, l'accessibilité aux pistes. On n'a pas vraiment d'endroit vraiment officiel pour pouvoir rouler. À chaque fois, il faut des autorisations, soit d'une résidence, soit du propriétaire terrien. Et ça freine beaucoup en fait. Ça demande beaucoup de logistique. Et du coup, plus personne n'a envie de s'occuper de cette discipline, le VTT de descente. Parfois, on arrive à avoir des autorisations, mais il faut qu'on reste discret en fait. Il ne faut pas qu'il y ait du monde qui vienne, tout simplement parce que quand il y a du monde, après, pareil, les résidents, ils n'aiment pas trop ça. Et ils aiment bien être au calme. En attendant que la situation se débloque localement, c'est en Nouvelle-Zélande que Temari Buya et ses acolytes prévoient de s'exprimer. Ce sera lors de la Crankwalks de Rotorua, organisée en mars prochain. Ce n'est pas tous les jours que le Fénois accueille des membres de l'équipe de France d'escrime médaillés de bronze au championnat d'Europe. Camille Nabet et Axel Fava ont offert une démonstration de haut niveau au gala de la fédération d'escrime Maori. L'événement a également permis de mettre en lumière l'escrime handisport. Esther Cuneo, Oriano Tefo. À Tahiti aussi, ils croisent le fer. Un match amical cette fois-ci, bien loin du stress de Paris et du rythme éreintant des Jeux Olympiques. On a fait toutes les qualifications pour les Jeux de Paris. Moi j'ai été remplaçante, donc la saison elle a été très longue. Jusqu'au dernier moment je pouvais être appelée. Alex c'est pareil, il s'est blessé sur la dernière sélective pour les Jeux. Donc la fin d'année a été très, très fatigante. Et on savait qu'il y aurait d'autres façons de s'entraîner ici, qu'on n'a pas du tout à Paris. Donc c'est-à-dire qu'on utilise d'autres sports pour s'entraîner. On fait du surf, on fait plein d'activités qui nous permettent de nous développer physiquement aussi. Et on s'entraîne au club, donc c'est top, c'est un entraînement finalement qui est hyper enrichissant. Au contact de la fédération d'escrime Maori, les deux athlètes en profitent aussi pour faire la promotion de la discipline. Leur expertise a notamment permis de faire découvrir l'escrime handisport, une toute première démonstration en Polynésie. Pendant notre séjour, on voulait vraiment aussi être impliqué dans le club avec les différentes fédérations qu'il y a ici, essayer de développer, donner nos conseils à chaque escrimeur qu'on rencontre. Le but, c'est de faire aimer et de faire progresser. Je pense qu'il y a beaucoup de choses ici à faire au niveau développement. Donc nous on a essayé d'apporter à notre petite échelle ce qu'on pouvait pour la Polynésie et les escrimeurs polynésiens. Un engagement qui leur a valu un trophée, celui du sabre centenaire, réservé aux personnalités qui font rayonner la discipline. Mais l'escrime artistique avait aussi sa place dans ce gala avec le sabre laser, une discipline officiellement reconnue par la Fédération française d'escrime. Le combat chorégraphié entre deux Jedi du Tahiti Sabre Laser Club n'a pas laissé le public indifférent. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Au programme ce soir sur TNTV, To'u Fénois, To'u Ora, suivi du film Spider-Man 3, puis d'un épisode d'enquête exclusive. Belle soirée à tous sur notre antenne, on se retrouve demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.